La beauté du monde naturel est immense et s'évader en pleine nature pour profiter des paysages et sons est très apaisant et thérapeutique. Mais il y a aussi de nombreux dangers lorsqu'il s'agit d'explorer la nature. Un faux pas peut vous faire dévaler une montagne ou vous transformer en proie pour un prédateur. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui où nous examinerons 3 cas étranges de personnes disparues en forêt. Alfred Ballhartz, en 1938, la famille Ballhartz, qui comptait 11 enfants, vivait sur la rue Québec à Denver, Colorado. Début juillet, cette année-là, ils décidèrent de camper un week-end dans le parc national des Montagnes Rocheuses. Ils installèrent leur campement à un quart de mile à l'ouest du Fall River Lodge. Le dimanche matin, William, patriarche de la famille, se leva tôt et alla se laver au ruisseau avec son fils de 4 ans, Alfred. Oran Bronson et Walter Hansen, amis de la famille qui les accompagnaient, se rendirent aussi au ruisseau et se lavèrent un peu plus en amont. Après avoir terminé, William retourna au camp, mais Alfred resta pour attendre Oran et Walter. Ce n'est que lorsque les deux sont revenus au camp que le reste de la famille a remarqué qu'Alfred n'était pas avec eux. Ils ont vite cherché le garçon de 4 ans et, vu le nombre de personnes au campement, pensaient le retrouver rapidement. La famille pensait qu'Alfred s'était simplement laissé distraire par quelque chose et s'était éloigné près du camp en revenant. Et comme il était si jeune, il ne pourrait pas aller bien loin tout seul. L'équipe de recherche a appelé le nom du petit garçon et a fouillé attentivement parmi la végétation et les arbres, mais il n'y avait aucune trace de lui et il n'a jamais répondu. La famille a alerté les autorités du parc de sa disparition peu de temps après. Un garde forestier de la station de la rivière Fall a mobilisé plus de 100 personnes pour poursuivre les recherches le lendemain. Les chiens pisteurs qui ont été amenés n'ont rien trouvé d'utile. Il y avait peu de théories sur ce qui était arrivé à Alfred, mais la principale suivie par les Rangers était que le petit garçon était tombé dans la rivière déchaînée à proximité et avait été emporté, se noyant finalement. Le 5 juillet, ils ont construit un barrage pour détourner la rivière et fouiller l'eau à la recherche de ses restes. Cependant, rien n'a été trouvé et la fouille de la rivière s'est terminée le 6 juillet. Un filet métallique avait été installé pour recueillir des preuves, mais cela n'a rien donné. Les parents d'Alfred pensaient qu'il avait été enlevé alors qu'il revenait au campement. Ils doutaient qu'il ait pu aller si loin seul. Malgré la poursuite des recherches au sol, l'espoir diminuait vite. Les bénévoles pensaient qu'il s'était noyé, avait été enlevé ou perdu dans la forêt et était mort à cause des éléments. Les recherches ont finalement été arrêtées 10 jours après la disparition d'Alfred. Dans les jours qui ont suivi sa disparition, des témoins ont commencé à se manifester. William Hills se rappelle avoir vu un enfant lors d'une randonnée avec sa femme dans le parc le 3 juillet. Il a dit que le couple s'était arrêté vers 13h pour se reposer. En montant l'Old Fall River Road, ils ont aperçu un jeune garçon assis au sommet du mont Chapin dans la zone rocheuse du Nid du Diable, à environ 10 km du dernier endroit où Alfred a été vu. Les témoins ont décrit que le garçon a poussé un cri aigu et qu'il est soit parti, soit a été tiré en arrière depuis la corniche juste après. Le couple a décidé d'aller voir le garçon pour s'assurer qu'il allait bien, mais lorsqu'ils sont arrivés à l'affleurement rocheux, il n'y avait plus personne. Lorsqu'ils sont retournés à leur voiture plus tard, ils ont entendu parler de la disparition d'Alfred à la radio. De retour chez eux, l'affaire d'Alfred faisait déjà la une. Ils ont remarqué que le garçon sur les photos ressemblait à l'enfant croisé lors de leur voyage et sont retournés au parc pour prévenir les gardes. Bien que ceux-ci doutaient qu'un enfant de 4 ans ait pu grimper la montagne, ils ont fouillé la zone sans rien trouver. Un autre témoin à Big Spring, Nebraska, pensait avoir vu Alfred avec un homme non identifié le 8 juillet. Ils marchèrent le long de l'autoroute pendant que la témoin et son mari quittaient Big Spring en voiture vers Ogallala. Le lendemain, elle a lu un article sur Alfred dans le journal et a vu sa photo. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a compris que ce qu'elle avait vu pouvait être important. Elle a aussitôt raconté à son beau-frère ce qu'elle avait vu, qui a alerté un détective de Denver.
Cependant, ce témoignage n'a jamais abouti et il n'est toujours pas clair aujourd'hui si la témoin a réellement vu Alfred ou s'il s'agissait d'un autre jeune garçon qui lui ressemblait. Pendant des mois, la famille O'Baleart était désemparée. Le 27 novembre 1938, ils ont découvert avec surprise une demande de rançon. Elle disait « Désolé pour votre fils, nous sommes payants partis vers l'ouest, à court d'argent. Le garçon ne s'attache pas à nous. Nous vous rendrons votre fils si vous déposez 500 $ et la note dans une boîte près de chez vous. Nous vous rendrons votre fils sous 24 heures. » Cependant, en 2 jours, la police a établi que la note était une supercherie. 2 personnes ont été interrogées à ce sujet, mais elles n'ont jamais été nommées ni officiellement inculpées, et on ne sait pas pourquoi. Alfred n'a jamais été retrouvé, et on ignore ce qu'il est devenu. En raison du temps écoulé, son dossier n'est plus examiné. Derek Engebretson. Derek Engebretson, âgé de 8 ans, a été vu pour la dernière fois le 5 décembre 1998. Ce jour-là, Derek, son père et son grand-père sont partis de Bonanza, Oregon, vers la forêt nationale de Winema pour perpétuer leur tradition annuelle de couper leur sapin de Noël. Selon tous les témoignages, Derek connaissait bien la nature. Il partait souvent explorer avec ses parents et il a grandi sur des terres de boisés, développant très tôt une passion pour la cueillette des champignons. Il aimait accompagner son père à la chasse et observer cerfs et ours dans les bois. À leur arrivée dans la forêt, le trio a acheté des permis pour 3 arbres et a commencé leur randonnée. Derek a fini par prendre du retard, alors son grand-père Bob a marché à ses côtés pour qu'il ne se perde pas. Le vieil homme gardait un œil sur son petit-fils et l'autre sur les arbres, à la recherche d'un sapin de Noël idéal, mais Derek a vite décidé qu'il voulait courir pour rattraper son père. Finalement, Bob donna son accord et le petit garçon partit en courant. Alors que Bob suivait derrière, il remarqua que les empreintes de pas de Derek et de son père Robert semblaient en se confondre et supposa que le garçon de 8 ans avait rattrapé son père. Cependant, peu de temps après, Bob finit par rattraper Robert. Derek n'était pas avec lui. Robert a dit qu'il avait demandé au petit garçon de rester avec son grand-père, mais Bob n'avait pas vu Derek depuis qu'il était parti en courant pour rattraper son père. Malgré le court laps de temps écoulé, Derek était introuvable. Les 2 hommes ont appelé son nom, mais n'ont reçu aucune réponse. Inquiet pour la sécurité du garçon de 8 ans, il a été signalé disparu peu de temps après, lorsque Robert et Bob ont averti un automobiliste de passage qui a parcouru 3 km jusqu'à la station la plus proche pour appeler la police. Les autorités et les bénévoles ont rapidement commencé à chercher Derek, car bien qu'il soit habitué à la vie en plein air, la neige et les températures non glaciales faisaient de craindre à beaucoup qu'il ne puisse survivre très longtemps seul. Un abri de fortune en branches de sapin sous des troncs d'arbres a été trouvé près du lieu de la disparition de Derek. La police comptait sur ses chiens pisteurs pour le retrouver, mais ils ont échoué. Ils ont trouvé des empreintes formant une boucle du lieu où son père l'a vu en dernier jusqu'à une clairière sur la route où un ange de neige, probablement fait par le garçon de 8 ans, a été découvert. Les traces environnantes avaient été recouvertes par la neige ou effacées par une déneigeuse et dans les heures qui ont suivi, une tempête de neige a rendu toute recherche supplémentaire impossible. Le 13 décembre, une semaine après la disparition de Derek, la police de Klamath a arrêté les recherches, mais sa famille a poursuivi ses propres recherches avec des bénévoles. 5 jours plus tard, le 18 décembre, les recherches ont été arrêtées à cause du froid, rendant leur poursuite dangereuse. Une récompense de 1 000 $ a été offerte par les employés de Jackson County Financial à toute personne pouvant retrouver Derek vivant, mais elle n'a pas été réclamée. En janvier 1999, un randonneur a trouvé dans la forêt un marque-page de l'école Bonanza fréquentée par Derek. Ils ont aussi trouvé un emballage alimentaire et quelques taches de sang. Ces indices ont été découverts à quelques kilomètres du lieu où Derek a été vu par son grand-père, mais n'ont jamais abouti à une découverte majeure. À cette époque, sa famille a offert une récompense de 20 000 $. En mai, d'autres recherches ont eu lieu car le temps était plus doux et la neige fondue. Des chiens pisteurs et des bénévoles ont participé aux recherches sans résultat. La même année, des graffitis ont été découverts sur le mur des toilettes publiques. La phrase exacte utilisée n'a jamais été révélée, mais les enquêteurs ont déclaré qu'elle concernait spécifiquement Derek. Une partie du mur des toilettes a été retirée pour analyse, mais il a été conclu que le graffiti était un canular. Sa mère, Laurie, a déclaré que le graffiti laissait entendre qu'il avait été enlevé. Plusieurs années après sa disparition, les enquêteurs ont effectivement examiné la possibilité que quelqu'un ait enlevé Derek.
Ils ont demandé l'aide du public pour identifier une Honda 2 portes noires, modèle récent, vue dans la région le jour de sa disparition. Ils pensaient qu'un homme aurait pu conduire la voiture et demander son chemin à Rocky Point, près du comté de Klamath, Oregon. Un témoin s'est manifesté peu après, affirmant avoir vu un homme se débattre avec un garçon près de la zone le jour de la disparition de Derek. Le témoin a dit ne pas s'être arrêté pensant à une dispute familiale. On ne sait pas si le garçon aperçu ce jour-là était Derek. En 2004, 6 ans après la disparition, les enquêteurs ont annoncé qu'un violeur d'enfants condamné nommé Frank G. Milligan était le principal suspect dans l'affaire de Derek. Milligan, ancien aide en psychiatrie infantile, a été condamné en 2000 pour l'enlèvement d'un garçon de 10 ans qu'il a agressé sexuellement avant de lui trancher la gorge. Le garçon de 10 ans a survécu et Milligan a écopé de 60 ans de prison. Il a également été condamné pour une autre infraction d'abus sexuel sur enfant. Milligan a attiré l'attention de la police dans l'affaire Derek après qu'un détenu a affirmé qu'il s'était vanté d'avoir tué le garçon de 8 ans en prison. Confronté à ces informations, Milligan a avoué et accepté de plaider coupable si la peine de mort lui était épargnée. Il a aussi proposé de guider les autorités vers les restes de Derek. Cependant, une fouille de la zone où il était censé être enterré n'a rien donné et Milligan est ensuite revenu sur ses aveux. Jamais inculpé dans cette affaire, il reste cependant soupçonné. Les enquêteurs pensent que Derek a rejoint la route le jour de sa disparition, puis a été pris en stop par Milligan. Pendant ce temps, après la rétractation des aveux de Milligan, les parents de Derek ont conclu qu'il n'était pas impliqué. Des années après sa disparition, la famille de Derek l'a cherché sans jamais le retrouver. Un mémorial a été installé sur un arbre à l'endroit de sa dernière apparition. 20 ans plus tard, sa mère, Lori, a déclaré « Je veux croire qu'il est encore en vie aujourd'hui. Et tant que personne ne me prouve le contraire, je ne pense pas que j'abandonnerai un jour. » Derek James Engelbretson, 8 ans, a disparu le 5 décembre 1998 dans la forêt nationale de Winnemer, comté de Klamath, Oregon. C'est un garçon blanc aux cheveux bruns et yeux noisettes. Au moment de sa disparition, il mesurait 1,38 m et pesait environ 38 kg. Il portait une combinaison de neige bleue, un jean, un sweat noir, un t-shirt des Oaklandays, une casquette, des bottes et des gants camouflage avec le logo chair de poule. Il a des cicatrices de morsures de chien sur le menton, sous le nez, entre les narines et une mèche rebelle. S'il est toujours en vie, il aura 34 ans. Si vous avez des infos sur la disparition de Derek, contactez le bureau du shérif du comté de Klamath au 541 880 3513 0 ou le Centre national pour les enfants disparus et exploités au 1 800 843 5678. En 1976, Trenny Lynn Gibson, 16 ans, vivait avec ses parents et ses 3 frères et sœurs à Knoxville, Tennessee. C'était une fille intelligente et travailleuse qui faisait toujours des efforts pour économiser l'argent qu'elle gagnait en travaillant à temps partiel à la cafétéria de son centre commercial local. Elle adorait la nature, surtout les plantes et les arbres, et son cours préféré à Bearden High School était l'horticulture. Elle voulait étudier l'architecture de paysage à l'université. La mère de Trenny l'a accompagnée à l'école le matin du 8 octobre 1976. L'adolescente était prête pour une excursion scolaire au parc national des Great Smoky Mountains ce jour-là dans le cadre de son cours d'horticulture qu'elle adorait. Mais les mauvaises conditions météorologiques, la pluie et le froid lui faisaient en se demander si la sortie aurait lieu. Après avoir demandé à un camarade, il a confirmé la sortie. Trenny a pris son déjeuner mais a laissé son sac, ses livres et son manteau dans la voiture. Après avoir quitté sa mère, Trenny a pris le bus avec ses 38 camarades. Le bus est parti vers 9 h du matin et 3 heures plus tard, il est arrivé sur le parking de Cohoe. Wayne Dunlap, le professeur principal, supervisait la sortie comme seul adulte présent. Il a dit aux élèves qu'il allait faire une randonnée jusqu'à Andrewsbald en empruntant le sentier Forney Ridge et qu'il reviendrait au bus à 15h30 pour repartir. On leur a conseillé de ne pas dépasser Andrewsbald. Rester sur le sentier et éviter les raccourcis, même s'ils semblent tentants. On leur a aussi dit de ne pas déranger la flore. Après cela, les élèves sont partis en petits groupes. Comme Trenny n'avait pas de veste, son camarade Robert Simpson, ami aussi de son frère de 19 ans, lui a proposé la sienne qu'elle a acceptée. À Andrews Balls, le duo s'est installé pour déjeuner.
Après le repas, Trénie a dit qu'elle était prête à retourner au bus, mais Robert voulait rester encore un peu. Trénie est donc partie seule vers 13h30. En chemin, elle a rejoint des camarades, dont Bobby Coggill qui marchait à ses côtés, car Trénie avançait vite alors que les autres étaient en plus lent. 5 minutes plus tard, ils ont croisé d'autres élèves. Alors qu'ils s'arrêtaient, Trénie a voulu continuer. À ce moment, ils étaient à un demi-mile du parking. Un autre groupe d'élèves l'a aussi vue en chemin. On lui a proposé de s'asseoir avec eux, mais elle a refusé et a continué à marcher. Ils l'ont vue s'arrêter, s'accroupir pour regarder à droite du sentier, puis quitter le sentier dans cette direction sans qu'il y ait de chemin secondaire. Il n'y avait que quelques buissons, des rochers et un ruisseau. Un élève est allé à l'endroit où Trénie avait été vue en dernier sans l'apercevoir. Ils ont appelé la jeune fille de 16 ans sans réponse. L'élève a poursuivi, pensant qu'elle était sûrement retournée au bus. À 15h40, tout le monde était remonté dans le bus, sauf Trénie. Robert Simpson, l'ami de Trénie, fut le premier à remarquer qu'elle n'était pas là. Il a posé des questions autour de lui, mais personne ne l'avait vue. Il a affirmé que pendant que Trénie retournait vers le bus, il avait passé un moment à suivre la trace d'un ours, bien que personne n'ait pu corroborer cette partie de son histoire. Le professeur Wayne Dunlap et un élève ont rejoint la clairière pour chercher Trénie, sans trouver de traces d'elle. Un garde forestier a été contacté peu de temps après et est arrivé à 16h30, mais aucune trace de Trénie n'a été découverte. Elle a rapidement été déclarée disparue et une recherche officielle a été lancée par les autorités du parc. Wayne est resté au parc pour aider, tandis que les élèves ont été ramenés à Knoxville, colportant des rumeurs sur la disparition de la jeune fille de 16 ans. Des recherches au sol et aériennes ont eu lieu, mais vers 20h, le temps sombre, brumeux et pluvieux a freiné les tentatives pour retrouver Trénie. C'est à ce moment que ses parents ont appris sa disparition. Son père a rencontré les responsables du parc avec des vêtements récemment portés par sa fille. Les autorités espéraient que des chiens pisteurs pourraient suivre sa trace. À 3h du matin, les recherches ont été interrompues pour la nuit, mais elles ont repris le lendemain. La route entre le parking et Newfound Gap a été fermée, des unités cynophiles déployées. Les sentiers entre le parking et Andrewsbald ont été fouillés, mais peu d'indices ont été trouvés. Là où Trénie a été vue en dernier par ses camarades, les enquêteurs ont trouvé des fougères brisées, une canette de bière et 3 mégots de cigarettes. Le lendemain, 8 mégots de la même marque ont été découverts le long d'une route près de Newfound Gap, là où les chiens avaient suivi sa piste. Les recherches ont continué jusqu'au 22 octobre, mais se sont complètement arrêtées après le 2 novembre. Plus de 700 personnes ont recherché l'adolescente de 16 ans disparue, mais peu de preuves ont été trouvées. En avril 1977, Robert Gibson Sr., le père de Trénie, a organisé une nouvelle recherche jusqu'au début mai. Mais là encore, aucun indice n'a été découvert. Le chef des gardes forestiers a dit aux médias qu'il pensait qu'elle n'était pas dans le parc. Même en 1981, une autre recherche a été effectuée, mais en vain. Dans l'affaire Trénie, seules quelques pistes existent, la plus probable étant qu'elle se soit perdue hors des sentiers et ait succombé aux éléments. Une camarade de classe et amie a déclaré en 2017 qu'elle pensait que Trénie avait planifié sa disparition. Cependant, ses parents ont avancé la théorie qu'un adolescent nommé Calvin Bowman était impliqué. Le 11 octobre 1975, Bowman, un autre élève du lycée Bearden, a tenté de pénétrer chez eux. Hope, la mère de Trénie, lui a tiré dans le pied. Il a été arrêté, inculpé et condamné à une peine en centre de détention pour mineurs. Bien qu'il ait été condamné à 2 ans, il a été libéré après 6 mois et est retourné à l'école à peu près au moment de la disparition de Trénie. Lorsqu'il assistait au tribunal, il aurait proféré des menaces de faire du mal à l'adolescente à sa sortie. Il y a eu des spéculations selon lesquelles Bowman et Trénie étaient en couple. Mais comme il était un adolescent noir dans le Tennessee des années 1970, ses parents n'auraient pas approuvé et ils ont cherché à minimiser cette idée. Le directeur a dit que Bowman était en cours le jour de la disparition de Trénie, mais des élèves ont affirmé qu'il avait suivi le bus jusqu'aux montagnes en voiture. Le directeur a nié cette possibilité, affirmant que Bowman avait suivi tous ses cours. Un autre suspect dans cette affaire était Robert Simpson, 17 ans, ami de Trénie. Le duo faisait souvent de courts trajets en voiture car Simpson avait son permis. Bien qu'il semblait apprécier la jeune fille de 16 ans, il n'avait pas de relation amoureuse. Simpson avait passé le plus de temps avec Trénie ce jour-là et s'était aussi assis à côté d'elle durant le trajet au parc.
Il aurait confié à Tina Gibson, la sœur cadette de Trainie, si Kelvin Bowman a Trainie, il la tuera. S'il ne l'a pas, je crois qu'elle pourrait partir avec un autostoppeur en chaleur. Simpson serait venu à la maison familiale pour lui dire cela alors que ses parents cherchaient. Plus étrange encore, le peigne de Trainie, reconnaissable à la marque, au style et au fait que sa sœur en avait un identique, a été retrouvé sur le tableau de bord de la voiture de Simpson. Interrogé, il a affirmé que Trainie le lui avait confié à garder. Il est à noter que Trainie emportait ce peigne partout où elle allait. Bien que Simpson ait été considéré comme un suspect, à un moment donné, il n'a jamais été inculpé. Peu après la disparition de Trainie, un autre élève de son lycée a été retrouvé avec un collier et une bague qu'elle avait reçus en cadeau. La jeune fille n'a pas pu expliquer de manière satisfaisante comment elle les avait obtenus et aucune piste supplémentaire n'a découlé de cela. Des rapports affirment que Trainie portait ses bijoux le jour de sa disparition. Dans les mois qui ont suivi sa disparition, de nombreuses personnes ont signalé avoir vu des jeunes filles ressemblant à Trainie dans différentes régions des États-Unis. Un rapport affirmait qu'elle était allée à Bryson City pour se marier, tandis qu'un autre indiquait qu'elle avait pris un avion à Newark, dans le New Jersey, avec un homme beaucoup plus âgé. Un hôpital en Caroline du Nord pensait avoir soigné Trainie le 8 octobre, mais après vérification par photo, le personnel n'a pas pu confirmer son identité et il s'est avéré que la jeune fille les soignait était une autre personne. Entre 1991 et 1994, les forces de l'ordre ont contacté 6 fois le service des parcs nationaux concernant des restes découverts dans le parc pouvant appartenir à Trainie. Aucun n'était le sien. Presque 50 ans plus tard, l'affaire de Trainie Gibson n'est toujours pas résolue. Elle a été vue pour la dernière fois dans le parc national des Great Smoky Mountains, dans le Tennessee, le 8 octobre 1976. Elle est décrite comme une femme blanche aux cheveux bruns et aux yeux verts, mesurant 1,60 m et pesant environ 52 kg au moment de sa disparition. Lorsqu'elle a disparu, elle portait un chemisier bleu, un pull blanc à rayures, un jean bleu, des chaussures Adidas bleues, et elle avait emprunté une veste épaisse à carreaux marron à Robert Simpson. Elle portait peut-être aussi une bague en saphir étoilé et diamant, retrouvée plus tard chez un autre élève. Si Trainie est toujours en vie, elle aurait 64 ans. Toute personne ayant des informations sur son affaire peut appeler le bureau d'investigation du Tennessee au 6157 4000 ou bien contacter le Centre national pour les enfants disparus et exploités au 1-884 35678. Et voilà les faits. Merci de laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.